مجلس ملی فرانسه، سالن ویکتور هوگو. کنفرانس کمیته پارلمانی برای ایران دموکراتیک با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت. چشمانداز بحران خاورمیانه، ایران بعد از روی کار آمدن آخوند روحانی، نقش فرانسه، فوریت آزادی 7 گروگان اشرف. بیانیه پارلمانترهای فرانسه: محکومیت نقض حقوق بشر و اعدامها در ایران، ممانعت از رسیدن ملاها به بمب اتمی، حمایت از خواستهای دموکراتیک مردم ایران. فراخوان پارلمانترها به ابتکار عمل فرانسه و اقدام فوری جامعه بین المللی برای آزادی گروگانها و تأمین حفاظت لیبرتی. Mesdames et messieurs, Madame la Présidente, mes chers collègues qui avaient répondu à notre invitation, je suis très heureux de vous accueillir ce soir dans cette salle Victor Hugo de l'Assemblée nationale au nom du comité parlementaire pour un Iran démocratique. Je le fais au nom de Gérard Charras, notre président qui est souffrant et n'a pu rester, avec mes collègues Michel Théron, André Chassaigne, qui sont, comme moi, vice-présidents. Et comme vous le savez, ce comité parlementaire rassemble des députés de toutes les familles politiques de notre Assemblée. Madame la Présidente, ce n'est pas la première fois que vous êtes accueillie à l'Assemblée nationale, dans cette maison de la démocratie. Vous l'avez été à plusieurs reprises cette année et l'année dernière, notamment salle Colbert, à d'autres moments, des moments joyeux, suite notamment aux décisions de justice qui ont permis de restaurer à la fois l'intégrité et l'image de votre mouvement. Nous vous avons accueilli aussi à des moments plus difficiles, à des moments d'attentats contre les réfugiés d'Ashraf au camp Liberty. Nous vous accueillons aujourd'hui dans un contexte marqué à la fois par l'évolution de la situation politique en Iran à la suite de l'élection présidentielle, je vais revenir dans un instant, mais également nous sommes un mois après les attentats meurtriers d'Ashraf qui ont vu 52 des vôtres perdre la vie et 7 autres, dont 6 femmes, détenues depuis en otage en Irak. Alors, notre accueil ici ce soir, dans cette maison de la démocratie, elle a une signification simple
par l'existence même de cette réunion, c'est notre soutien déterminé, notre soutien franc et massif au combat que vous menez pour un Iran démocratique, un combat que vous menez de longue date, à la tête d'un mouvement qui n'a eu de cesse d'être attaqué, d'être vilipendé, d'être martyrisé. Nous sommes à vos côtés. Au fond, nous sommes dans une situation où, d'un côté, nul ne le nie, à l'occasion de l'élection présidentielle en Iran, dans un contexte extrêmement particulier qui n'a rien de démocratique, puisque les élections ne sont pas libres. Il est vrai aussi que la situation en Iran est extrêmement difficile. Encore récemment, je crois la semaine dernière, un certain nombre de prisonniers politiques ont été pendus, et donc la répression continue en Iran, et tant que cette répression continuera en Iran, le combat devra être mené parce que nous sommes face à un régime dictatorial, religieux, un régime totalitaire. Et puis il est vrai également que dans le même temps, il y a ces attaques répétées contre votre mouvement, contre le symbole que représente toujours Ashraf, et au-delà du symbole d'Ashraf, ces femmes et ces hommes qui sont encore près de 3000 au camp Liberty dans des conditions extrêmement difficiles, dont la vie est tous les jours mise en danger en Irak. Et la réunion de ce soir, c'est d'abord à la suite de multiples condamnations internationales, des exigences fortes que nous devons exprimer, d'abord vis-à-vis du gouvernement français qui a condamné les meurtres d'Ashraf, qui a demandé la libération des otages. Et je crois qu'il faut dire à ce moment les choses très clairement. De telles exactions n'ont pu se produire à l'insu du gouvernement irakien. C'est de lui dont dépend aujourd'hui la vie de ces otages, dont le destin normalement, je crois, de la part des auteurs de cette prise d'otages est de les renvoyer en Iran pour un procès symbolique et une exécution et la mort au bout. Et donc il est important aujourd'hui que les pressions internationales s'accentuent sur le gouvernement irakien pour que ces otages soient libérés et que leur vie soit préservée. C'est, je crois et j'espère, ce qu'un certain nombre de nos collègues parlementaires américains ont dit au président Obama, qui devrait recevoir le 1er novembre le Premier ministre Maliki, et il faut vraiment intensifier cette pression internationale en n'hésitant pas à mettre directement en cause la responsabilité du gouvernement irakien. Il n'est pas possible aujourd'hui que le gouvernement irakien se défausse en expliquant qu'il n'est pas ni au courant, ni acteur de cette tragédie. Au-delà, l'exigence c'est de la création d'une commission d'enquête internationale, parce que il faut retrouver les coupables et il faut les punir. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs, chers amis, je tiens à remercier le Comité parlementaire pour un Iran démocratique qui nous offre l'occasion de nous retrouver à l'Assemblée nationale. En effet, nous étions réunis ici en février, comme aujourd'hui, à la veille de notre négociation nucléaire. J'avais évoqué les crises de régime, l'impasse du programme nucléaire, la guerre en Syrie, les conflits internes de pouvoir, un régime fragilisé qui se sent menacé par son opposition organisée et donc multiplie les attaques contre le camp Liberty en Irak. J'avais alors déclaré que le régime est entré dans sa phase terminale. Aujourd'hui, les événements confirment cette phase. Si le régime abandonnait son programme nucléaire, militaire et son ingérence en Syrie et en Irak et la répression cruelle en Iran, alors nous serions
les premières à nous féliciter. Mais le régime a pris un chemin contraire et les gesticulations modérées du Mollah Rouhani ne lui seront d'aucun secours. Dans ces conditions, l'attaque contre le camp d'Ashraf et le massacre de 52 membres des armées des Moudjahidines du peuple traduisent la cruauté des Mollahs et de leur protégé, Nouri Maliki. Ce sont 52 membres des Moudjahidines du peuple qui ont été tués à Ashraf par les forces Nouri Maliki en 1er septembre. Cependant, cela démontre aussi que l'équation iranienne est dominée par l'hostilité de ce régime à l'égard du peuple iranien et de sa résistance. C'est après les promesses des États-Unis et de l'ONU, disant que les Ashrafiens seraient totalement protégés et rapidement réinstallés dans des pays tiers, que les habitants ont été déplacés vers la prison de Liberty et sont aujourd'hui exposés à des attaques meurtrières à la roquette. À ce jour, plus de 112 personnes ont été tuées, 15 sont décédées à cause de blocus médical et 1200 ont été blessés. C'est pourquoi leur sécurité à Liberty est une priorité. Au pays qui ignore cette priorité, sans avoir accueilli un seul habitant d'Ashraf, ni ses malades, ni ses blessés, nous disons de mettre fin à leur indifférence. Les États-Unis, l'Union européenne et l'ONU savent parfaitement qui détient ces otages. Par conséquent, recevoir Maliki dans les prochains jours à la Maison-Blanche ne fera pas honneur au président des États-Unis. Mais si les États-Unis préfèrent serrer la main d'un meurtrier, j'appelle le président Obama à exiger de Maliki la libération immédiate et sans condition des otages et la fin des obstacles à la protection de Liberty. Refuser cette demande sera interprété comme de la complicité. Avec de nombreux parlementaires dans le monde, nous demandons au gouvernement américain, à l'Europe et à l'ONU de couper leur assistance économique et en armes à l'Irak tant que son gouvernement n'aura pas libéré les otages et d'installer en permanence une équipe d'observateurs et de casques bleus de l'ONU à Liberty. Mesdames et messieurs les parlementaires, chers amis, depuis l'arrivée de Rouhani, il y a eu 270 exécutions. Samedi dernier, dans une horrible tuerie, il a fait pendre 16 prisonniers politiques en représailles. Le régime veut absolument compenser les gesticulations de modération par des massacres en Iran et à Ashraf parce qu'il a peur d'une révolte populaire. Pendant ce temps, les lobbies des mollahs en France s'efforcent de rendre présentable le visage criminel de ce régime. On agite des contrats sans avenir avec un régime en faillite économique. La dictature religieuse sera contrainte de reculer seulement face à une politique de fermeté et non face à une politique de complaisance qui rend les dictatures plus arrogantes. La France peut jouer ce rôle historique. Les parlementaires peuvent encourager cette France à être à l'avant-garde d'une politique internationale et de fermeté face au fascisme religieux en Iran et dans la région, et à se tenir aux côtés du peuple de la région qui désire la libérer de l'intégrisme. Je vous remercie.
Merci. Chère Madame Radjani, chers collègues parlementaires, Mesdames, Messieurs, il est difficile de parler avec vous, après vous, Madame la Présidente, puisque vous avez à peu près tout dit et que votre exposé a été parfait en termes de précision sur la situation actuelle et future de votre pays. Nous sommes des parlementaires issus de tous les bords politiques de l'Assemblée nationale et sommes pourtant réunis, ce qui est suffisamment rare pour être souligné, pour défendre votre combat, la cause qui est la vôtre, et vous souhaitez beaucoup de courage pour arriver à vos fins, à savoir faire en sorte que puisse triompher l'idée d'un Iran véritablement démocratique et débarrassé de la théocratie des mollahs. Et puis je voudrais dire que M. Rouhani, on le connaît en France, on le connaît, et vous l'avez rappelé, Mme Radjavi, dans votre propos, c'est lui qui négociait sur la question de l'enrichissement nucléaire, de l'uranium, dans les années 2005. Et la France, avec la Troïka, a été dupée par ce personnage qui annonçait tout de go que l'Iran renonçait ou quasiment à l'arme nucléaire. La suite a démontré que naturellement il n'en était rien. Moi je me pose la question qui est celle que tout le monde dans l'assistance se pose, à savoir 3 mois après l'élection de Rouhani, qu'est-ce qu'il est advenu de l'Iran? Vous l'avez dit, sur le plan des libertés publiques, des libertés d'intérieur, aucun progrès. Les pendaisons continuent, près de 300 personnes en 3 mois, ce qui est évidemment gigantesque, ont été pendues. Les paraboles, c'est significatif, mais pour nous, c'est important. On veut détruire tout moyen de communication, tout moyen d'information. Eh bien, on a vu les Pasdaran avec leurs chars rouler sur les paraboles. Sur le plan intérieur, rien n'a changé. Rien. Et sur le plan extérieur, si Rouhani a pu faire illusion, et pendant ce temps-là, vos amis, vos militants, le peuple iranien, celui qui est le plus engagé pour se battre afin de faire en sorte que ce régime soit renversé et que l'Iran, aux traditions multiséculaires, puisse reprendre sa place de grande nation, eh bien, pendant ce temps-là, les massacres ont continué à Chasse. Les visages de ces 52 personnes marquent l'imagination. C'est un crime odieux, c'est un crime sans nom, c'est un crime par définition imprescriptible. Et nous savons bien que ceux qui l'ont fait ont bénéficié de l'appui direct ou indirect des Pasdaran et que la main du régime iranien était derrière les soldats irakiens. Alors bien sûr, il faut, et vous l'avez rappelé, que la communauté internationale soit extrêmement dure pour exiger de l'Irak qu'il libère les otages. Au moins, ça c'est une possibilité, c'est une possibilité qui est impérieuse, qu'il condamne avec la dernière fermeté ce qui s'est passé, qu'il se remette évidemment en cause, et puis c'est aussi l'occasion pour la communauté internationale de dire que jamais cela ne peut se reproduire, et notamment pas à Liberty, et qu'il faut, comme vous l'avez appelé de vos vœux, faire en sorte que la communauté internationale, par le biais de l'ONU, assure véritablement une protection, et une protection forte de ce camp. Voilà simplement ce que je voulais dire de façon un petit peu redondante par rapport à votre exposé, Madame. Je voulais, pour terminer, simplement vous rappeler que l'objet de cette réunion, c'est de vous faire prendre conscience que nous sommes des députés déterminés, quelles que soient nos appartenances politiques, à vous soutenir dans votre action, à reconnaître en vous la personne qui est porteuse d'un immense espoir pour un Iran nouveau, et que la démocratie doit venir dans votre pays. Et pour cela, il n'y a pas 50 solutions. Alors notre diplomatie, cela va sans dire, mais toutes les autorités françaises doivent être là pour vous soutenir, parce que vous êtes la seule force structurée, équipée, capable d'amener cette étincelle qui un jour
verra que votre pays connaîtra enfin la démocratie. Merci à vous de nous avoir rejoints. Madame la Présidente, chers collègues, Mesdames et Messieurs, nous nous trouvons en effet aujourd'hui ici à l'Assemblée nationale française pour évoquer à nouveau la situation de l'Iran. Les médias font une grande place à l'offensive des mollahs pour donner à la dictature religieuse un vernis de modération et pour desserrer l'étau des sanctions internationales qui étranglent le régime pour son programme d'armement illicite. Vous l'avez dit avec les mots justes, Madame la Présidente. Mais qu'en est-il en réalité? Le régime ne serait donc plus celui qui a été sanctionné depuis des années pour les graves violations des droits de l'homme à l'encontre de sa population? À part son sourire et quelques gestes de façade, Hassan Rouhani a-t-il changé concrètement quelque chose? La réponse est sans aucun doute dans vos propos, Madame la Présidente, au lendemain de l'élection présidentielle de juin dernier, et je souhaiterais vous citer. Rien ne changera en Iran sans la liberté d'expression, et tant qu'il y aura des prisonniers politiques, qu'il n'y aura pas de liberté d'action pour les partis, que la politique d'agression du régime se poursuivra en Syrie et en Irak, et que le régime insistera pour obtenir la bombe. Nous devons donc, dans ce contexte, nous poser une première question. Un changement démocratique est-il engagé? La réponse tient dans 3 constats. Premier constat. Hassan Rouhani a choisi pour diriger le ministère de la Justice un certain Pour Mohammadi. Cet individu a été dénoncé par les organisations de défense des droits de l'homme pour avoir un lourd passé de crimes contre l'humanité envers les prisonniers politiques iraniens. En effet, il a été un membre de la commission de la mort, comme on l'appelle en Iran. Cette commission tripartite a été responsable de ce qu'Amnesty International a appelé le massacre des prisons, au cours duquel 30 000 prisonniers politiques ont été sommairement exécutés en 1988 en Iran. Deuxième constat. Qu'avons-nous vu depuis que ce monsieur est ministre de la Justice des mollahs? Quelques 300 personnes ont été pendues. Un bilan effroyable maintenant l'Iran en tête du peloton des pays qui pratiquent la pendaison dans le monde. Troisième constat. Le massacre d'Ashraf le 1er septembre dernier, au mépris de la Convention de Genève, et les responsables du gouvernement Rouhani se sont dit satisfaits de la mission accomplie par le Premier ministre irakien inféodé à l'Iran. 52 personnes ont eu les mains liées dans le dos et exécutées froidement. 7 personnes, dont 6 femmes, membres de la résistance iranienne, ont été prises en otage. Et je poserai une deuxième question. Qu'en est-il du programme nucléaire? Il faut être lucide. S'il cherche à obtenir la levée des sanctions internationales, c'est parce qu'elles paralysent l'économie iranienne et créent le risque d'une explosion sociale qui pourrait balayer la dictature en place. La mission de Rouhani est évidemment de sauver le régime, mais nous ne devons pas être dupes. Nous n'amènerons pas le régime à changer son comportement en faisant des concessions qui ne font que renforcer sa détermination. Rappelons-nous, en Europe, nous avons eu une expérience similaire avec le fascisme hitlérien. Plus que jamais, il nous faut continuer à agir ensemble, quels que soient les liens qui nous unissent au peuple iranien. Quelle que soit notre sensibilité politique, quels que soient nos parcours respectifs, oui, toujours agir pour un Iran démocratique, toujours, jusqu'à la victoire du peuple iranien. Madame la Présidente, mes chers collègues parlementaires, Mesdames, Messieurs, chers amis iraniens, j'interviens donc au nom du Comité français pour un Iran démocratique, c'est-à-dire le comité parlementaire du Sénat, élargi à des personnalités que je vois ici dans la salle, et qui, depuis des années, accompagne le mouvement des Moudjahidines du peuple. Alors, depuis une décennie, Madame Rajavi, nous suivons votre parcours, nous sommes à côté de vous, et nous avons toujours dit que l'attitude du gouvernement français, des gouvernements français,
successifs était une attitude déséquilibrée parce que, en faveur d'une politique de complaisance vis-à-vis des religieux au pouvoir en Iran. Pourquoi? Peut-être parce que les relations économiques prédominent, peut-être parce que le PDG de Total est notre ambassadeur en Iran, et que donc notre diplomatie est uniquement, à mon avis, fondée sur ces intérêts-là. Et pourtant, les présidents de la République successifs que nous avons connus nous ont affirmé le contraire. Lorsqu'ils ont été investis, il faut croire qu'ils nous ont menti. Alors qu'avons-nous vu? On a vu des dossiers judiciaires préfabriqués, qui ont été annulés après des combats longs, et grâce à toute une cohorte d'avocats qu'il faut remercier et féliciter, français et américains. Alors aujourd'hui, qu'arrive-t-il? On l'a dit, l'Iran est à un tournant. Ce tournant, c'est que la situation économique et sociale intérieure est explosive. Les manifestations se répètent, se succèdent les unes aux autres. Et l'Iran intervient, nous le savons, en Syrie. Il n'a pas de vraie réponse au problème nucléaire. Il est temps de tourner la page. Il est temps de se mettre à côté du peuple iranien, à côté de l'organisation des Moudjahidines, du peuple du CNRI, de ceux qui, structurés, aspirent à la démocratie et qui, contrairement à tout ce qu'on dit, à toutes les mensonges que l'on peut colporter dans notre pays même, de la part d'autorités compétentes, universitaires, chercheurs, et qui, dans leur charte, ont la prétention de mettre en Iran sur place un régime démocratique, un régime laïque, et un régime où les femmes auront toute leur place, ce qui, vous en conviendrez, dans un pays de religion musulmane, serait vraiment une grande première. Et je crois que c'est pour ça aussi que nous devons continuer à combattre. Alors, bien sûr, comme il sait très bien le faire, aujourd'hui l'Iran joue aux alouettes, et je dirais que les pauvres alouettes françaises et américaines, même les plus élevées, les présidents de la République, ont l'air de s'y faire prendre. D'ailleurs, c'est le dernier rapport du Comité des droits de l'homme des Nations Unies qui pointe, depuis l'arrivée de Rouhani au pouvoir, les exactions, les pendaisons. Alors vous connaissez tous les pendaisons en Iran, je le pense. Ça se passe en plein air, sur la place publique. On dresse des espèces de poulies, de poteaux télégraphiques, on peut dire. En bas, on attache les gens par les pieds, on leur cache le visage, on les attache et on les monte tout doucement, jusqu'en haut. Il n'y a qu'à voir les vidéos, il n'y a qu'à voir d'ailleurs les reproductions des émissions officielles des radios iraniennes. Les corps tremblent, bougent, tressautent, jusqu'à ce qu'en haut, au bout d'un moment, ils s'immobilisent, ils sont morts. Voilà ce qui se passe régulièrement, 300 fois, depuis que M. Rouhani a été élu président de la République. Donc nous devons redoubler d'efforts. Je crois que c'est notre responsabilité de parlementaires, quelles que soient nos orientations politiques, responsabilité politique, mais aussi responsabilité morale. Eh bien, nous devons dire à notre gouvernement qu'il doit avoir une autre approche vis-à-vis du CNRI et des opposants au régime iranien. Il doit discuter avec vous. Il doit vous recevoir. Il doit vous écouter. Car ne l'oublions pas, par des voies qui n'ont pas été directes, puisque vous n'avez pas pu le faire, c'est quand même grâce à vous qu'on a appris un certain nombre de renseignements sur les implantations nucléaires en Iran, oui, qui n'ont pas été démentis. Peut-être que les Américains, par la NASA, on le sait maintenant, auraient pu le savoir avant, peut-être l'ont-ils su, mais en tout cas, c'est par vous. C'est par vous d'ailleurs aussi qu'on a su, par ces mêmes voies, quelle était l'action des Pasdaran en Syrie. Vous n'êtes pas une organisation exilée comme ça, qui, dans une espèce de, je sais pas moi, suspendue en France, aux États-Unis, en Allemagne, presserait la révolution. Vous êtes une organisation qui a son implantation en Iran, qui a des connexions dans la population iranienne, et qui, on l'a vu au moment des grandes manifestations, est présente en Iran, parmi le peuple iranien. Et c'est d'ailleurs comme ça que vous avez un certain nombre d'informations et que vous les donnez. Et donc, tout ceci fait qu'il est absolument primordial
de prendre contact avec vous, de prendre le dialogue avec vous. N'oublions pas d'ailleurs, il faut oublier la parenthèse malheureuse que vous connaissez si bien, madame, bon, de ce qui s'est passé au Vers-sur-Oise, de la RAF, des procédures judiciaires manipulées, d'un juge d'instruction aux ordres du pouvoir. Il a fallu attendu qu'il soit en retraite pour que finalement un autre juge prononce des non-lieux dans toutes les affaires pour lesquelles vous étiez poursuivis. Tout ceci est honteux, il faut le dire, pour notre pays. Et pas seulement pour le gouvernement en place à l'époque, pour notre pays. Eh bien, il est temps que l'on redresse la tête. Je crois qu'il est temps que l'on redresse la tête. Et je crois qu'il faut que nous jaugions le pari de la résistance iranienne, le pari du CNRI. Mais nous disons pratiquement aussi les mêmes choses. Alors, à un moment, on se demande, et on me dit, certains, mais pourquoi vous continuez, quoi? Vous voyez bien que vous n'avez aucun effet. Nous n'arrêterons pas. Nous n'arrêterons pas. Parce que nous sommes persuadés que nous menons le bon combat. Et nous n'arrêterons pas de faire pression. Et nous n'arrêterons pas de répéter les mêmes choses tant qu'il faudra les répéter et qu'elles n'auront pas eu de solution. Et nous n'arrêterons pas de dénoncer ces crimes, cette barbarie atroce. Et nous n'arrêterons pas de demander que ces otages soient libérés. Et nous n'arrêterons pas de demander que notre gouvernement prenne enfin ses responsabilités vis-à-vis de la résistance démocratique en Iran et pour l'Iran. Et je dirais que si nous le faisons, c'est d'abord parce que nous y croyons, mais c'est aussi, madame, par respect pour vous, par respect pour votre courage, pour le courage de tous ceux qui sont morts, pour le courage de tous ceux qui sont encore vivants, qui sont ici ou ailleurs, et qui continuent à se battre pour la démocratie en Iran. Alors ça, comment pourrions-nous les abandonner? Eh bien, continuons le combat. Merci. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, je suis député récemment et membre du Conseil de l'Europe. Il se veut défenseur de l'égalité des droits humains et je m'insurge contre toutes les atteintes aux libertés, dont celles subies par les femmes en Iran, victimes d'un pouvoir laïque, non laïque et non démocratique. Des femmes et aussi des jeunes. Il reste aux femmes en Iran. Par contre, elles sont nombreuses à s'opposer et à résister à autant de violences d'État. Elles ont une part entière dans la résistance en opposition au gouvernement, dans les protestations sociales en Iran et à l'étranger. Elles ont une place à part entière dans la résistance où, par leurs compétences, elles ont accédé à la direction collégiale du mouvement. Elles forment la majorité des membres dans le Parlement en exil de plus de 500 représentants. Un mouvement qui pratique l'égalité sur le terrain depuis une vingtaine d'années. Il est important de le souligner. Le 1er septembre, à Ashraf, dans ce camp de la résistance, les tueurs ont commis un massacre. De plus, ils ont tenté d'éliminer toutes les femmes qui s'y trouvaient. Dans le mouvement de grève de la faim qui dure depuis 59 jours, des dizaines de femmes participent au camp Liberty, souvent proches, parentes des victimes, mais pas seulement, des dizaines d'autres, de tous les âges, mènent le même mouvement. La leçon qu'on peut tirer du courage de ces femmes, de leur sacrifice, c'est la force de la persévérance à résister, le refus de plier et de céder leurs moindres droits, quel que soit le danger, quelles que soient leurs difficultés. Il est donc de notre devoir de les soutenir, de demander avec elles la libération des otages et la protection des réfugiés du camp Liberty. Nous devons à nouveau interpeller notre gouvernement
pour une intervention ferme, déterminée, auprès des Nations Unies pour un Iran démocratique. Oui, madame, nous sommes avec vous. Oui, messieurs, mesdames, ce combat qui est le vôtre est aussi le nôtre. Madame la Présidente, chers amis, ce soir, je suis parmi vous pour vous apporter notre soutien, mais vous n'en doutez pas. Je ferai une courte intervention parce que les interventions précédentes, je partage totalement ce qui est dit. Depuis nos dernières rencontres, le paysage politique a quelque peu évolué en Iran, puisqu'il y a un nouveau président, M. Rouhani. On nous le présente comme un modéré. Modéré, pas tellement au niveau des actes qui ont été commis depuis son accession au pouvoir. Si c'est de la modération que de multiplier les pendaisons dans des conditions horribles, telles qu'elles ont été décrites par notre collègue Jean-Pierre Michel, alors je me demande où est la modération. Et chacun sait que tous les responsables démocratiques, tous les démocrates ne peuvent accepter les enlèvements qui soient faits par qui que ce soit, et la prise d'otage a été toujours le symbole de ceux qui ne respectent pas les droits de l'homme et les libertés. Alors je crois que ce soir, nous devons insister, et nous devons, nous parlementaires, saisir notre gouvernement pour demander la libération des otages. D'autant plus qu'écoutez, c'est un signe peut-être pour nous ce soir. Les Français viennent d'apprendre avec plaisir. Le président François Hollande vient de l'annoncer, la libération de 4 otages français au Niger. Eh bien, si nous pouvions faire un vœu ce soir, c'est que les 7 otages du camp d'Ashraf soient libérés très rapidement, comme l'ont été les otages français. Eh bien, moi, je crois qu'effectivement, en Iran, il y a des terroristes. C'est le gouvernement de Mollah, les terroristes en Iran. Et tous les démocrates de par le monde, tous les pays qui sont représentés aux Nations Unies, ne peuvent que condamner ce régime terroriste qui est le régime des Mollahs. Et quand on nous dit, il y a un régime modéré, parce que peut-être vous pensez que dans le monde, il peut y avoir des dictatures modérées, mais par définition, une dictature n'est jamais modérée. Il n'y a jamais eu de dictature modérée, il n'y aura jamais de dictature modérée dans le monde. Et c'est parce que nous sommes les héritiers de la Révolution française qui a porté à travers le monde les droits de l'homme et du citoyen, et encore dans beaucoup de pays, on se bat pour les libertés en chantant la Marseillaise. C'est parce que nous sommes les héritiers et parce que nous sommes les parlementaires de cette République que nous devons nous engager à vos côtés, et que nous le faisons et que nous le ferons toujours et avec force et détermination. Chers amis, je crois que ce soir, nous devons prendre acte que ce régime des Mollahs devient de plus en plus insupportable. Il est d'autant plus insupportable parce qu'il joue une comédie. Il essaye de nous bluffer, il essaye de nous raconter des histoires pour gagner du temps pour des raisons économiques et financières, on se voit bien. Le lobby des groupes pétroliers pour défendre l'Iran est quand même tout à fait scandaleux. Mais on a connu ça dans d'autres époques. Dans l'Allemagne nazie aussi, il y avait de grands industriels qui soutenaient le régime nazi. Eh bien, c'est intolérable et nous pouvons l'accepter. Madame, ce soir, nous sommes à vos côtés et je tiens à saluer le combat exemplaire que vous menez, vous et votre organisation, je ne veux pas dire parti politique, mais peut-être après tout, votre organisation, vous le menez avec courage, au prix d'énormes sacrifices,
au prix du sang versé, et étant moi-même originaire d'Auvergne, une terre de résistance qui s'est illustrée dans les combats contre le nazisme, en particulier au Montmouchet et ailleurs, eh bien je vous dis, madame, que on a un dicton en Auvergne, et je sais qu'il le voit très bien. Nous on dit, on est d'Auvergne et on ne lâche pas. Vous êtes d'Iran et vous ne lâcherez pas parce qu'on est à vos côtés. Juste quelques mots, peut-être assez courts, mais sans doute, Madame Rajavi, par beaucoup de fidélité dans votre combat, fidélité de ces quelques années pour lesquelles nous avons ensemble, en tout cas où j'ai pu participer à vos côtés, à un certain nombre de réunions, de mobilisations, et je crois que c'est extrêmement important. Et en tout cas, il est là pour signifier notre détermination. Notre détermination à soutenir votre combat avec l'organisation que vous représentez. Cette détermination, elle est sans faille parce que lorsqu'il y a 7 otages qui sont encore retenus, parmi ces 7 otages 6 femmes, eh bien nous devons sans cesse nous mobiliser. Et aujourd'hui, c'est sans doute un jour particulier parce qu'il y a eu ces 4 otages français qui ont été libérés au Mali. Et donc, nous avons une pensée, bien sûr, pour eux et pour leurs familles. Et nous en sommes très, ravis, en tout cas, de cette libération. Mais je crois que le sens de notre engagement, le sens de notre combat, c'est sans doute d'être avec vous, de mobiliser, d'être toujours présent, d'attirer peut-être chacun à sa manière, chacun de sa façon, j'allais dire, mais un petit peu l'œil sur ce que vous faites, en tout cas tout le temps, et j'allais dire encore avec détermination, mais vraiment, pour être avec vous, à vos côtés. Voilà le sens de mon engagement, de notre engagement, de tous ces parlementaires, chacun l'a dit, et depuis de nombreuses années. Et sachez, madame, que vous pouvez et vous pourrez toujours compter sur nous. Merci. Lorsque je vous ai accueilli au début de cette soirée, je vous ai dit que vous étiez chez vous ici, dans cette maison de la démocratie. Je veux vous le réaffirmer. Alors, je ne ferai pas avec l'emphase de Jean-Pierre Michel tout à l'heure. Le débat existe, y compris dans cette maison. Non pas sur la réalité du régime iranien, mais sur la réalité que vous représentez, la légitimité qui est celle du combat qui est mené par votre organisation, avec, je dirais, la force de cet engagement, avec également le prix de cet engagement dont on vient de parler ce soir. Alors, nous continuerons à l'alerter sur les risques, les menaces, les pièges de la situation. Je crois qu'ils ont été bien exprimés, et c'est vrai que l'analyse que vous avez dressée, cher Yves Tréhard, elle peut avoir certains aspects inquiétants, voire pessimistes. Mais dans cette réalité de la situation et des rapports de force, je crois que cela amène à un mot de conclusion assez simple. Je crois, madame, que pour vous, pour celles et ceux de votre organisation, mais au-delà, pour celles et ceux des Iraniens qui aujourd'hui combattent ce régime, l'histoire vous donnera raison. Nous en sommes tous convaincus. La seule question, c'est qu'il faut que ce soit le plus vite possible, et qu'il faut continuer à aider. C'est notre manière de l'aider que d'être là, présent, à vos côtés. Donc, à très bientôt, chère Mariam Rajavi. Merci, madame. Merci.